Alors là, je dois dire la vérité. La France est officiellement, aux yeux du monde entier, le meilleur pays au monde du divertissement. Hello! Bienvenue sur La Pause Éloquente, votre podcast d'analyse d'actualité avec un brin d'éloquence et énormément d'humour. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je veux bien me présenter, mais que ce soit la dernière fois. Actrice, humoriste, formatrice en oratoire, surnommée la reine de l'éloquence, chroniqueuse télé et radio, bref, une diva comme on n'en fait presque plus. Dans quelques heures à peine, les Français vont se lever pour pouvoir voter et choisir de l'avenir de la France. Et je dois dire que si je ne suis pas française, dans le monde entier, nous suivons de très près les élections législatives françaises. Et nous savons très bien que sur le plan international, les résultats en France peuvent impacter le reste du monde, mais aussi, et on doit dire la vérité, parce que les Français, vous êtes merveilleux en divertissement. Je sais que beaucoup ont du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, que les enjeux sont colossaux. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé d'en parler, pour apporter un peu de légèreté dans un contexte où je pense que les Français ont vraiment besoin de pouvoir rire un tout petit peu. Le but pour moi n'est pas d'insulter les Français, ni même d'essayer de me moquer des Français, quoique vu le nombre de vannes belges qu'on s'est ramassé et vu le match qui aura lieu, les moqueries qui vont, je crois, s'amplifier, je pense que je pourrais me moquer, mais là, l'heure n'est pas à la moquerie. J'ai d'abord commencé par faire une chronique radio sur le sujet, avec énormément de commentaires de Français qui avaient regardé cette chronique avec énormément de second degré et qui me demandaient de faire une version plus longue, de continuer à en faire parce que ça leur permettait de prendre du recul sur la situation. France Info l'a carrément prise pour faire un article de l'avis des Belges sur les élections législatives en France. Ils ont estimé que ma chronique était aiguisée, drôle, permettant de prendre un peu plus de légèreté sur la situation. Alors, puisque vous semblez avoir besoin de moi, je vous en donne un peu plus. Il y a à peine 3 semaines de cela, Emmanuel Macron lançait une bombe au visage des Français en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale et en préparant donc des élections législatives anticipées. En 3 semaines à peine, tous les partis politiques ont dû s'unir, se déchirer, divorcer, se remarier afin de préparer le terrain et convaincre les Français qu'ils seraient les plus aptes à pouvoir les représenter. Ça a été un vrai bordel. Je suis désolée, je sais que je suis dans l'éloquence, mais là, il n'y a pas d'autre mot. C'était n'importe quoi. Je n'ai pas le temps de ressasser tout ce qui s'est passé en 3 semaines, mais j'ai quand même fait mon top 5 des événements les plus improbables et incroyables de ces élections législatives. Premier tour, clairement si entre le 30 juin et le 7 juillet, il y a encore énormément de choses qui se passent, je ferai une partie 2. En numéro 5, c'est le licenciement manu militari de certains députés de la France insoumise. La gauche a réussi à s'unir pour créer le fameux nouveau Front populaire. Je dois dire qu'ils ont été très vite, en à peine 5 jours, c'était fait. Quand on sait les désaccords qu'ils peuvent avoir, c'est assez impressionnant. Donc à ce niveau-là, je n'ai absolument rien à dire. Dès l'instant où j'ai vu ça, je me suis dit ça va, la gauche elle est lancée. Je vois pas très bien quel dossier il pourrait y avoir sur eux, mais c'était sans compter sur Papy Mélenchon qui a viré à la dernière seconde des députés sortants, pourtant très connus du parti. Apparemment, certains parlent de purge, on les accuse de trahison. On comprend pas vraiment ce qui se passe. Et donc, c'est-à-dire, donc en fait, vous virez des députés sortants sur la base. On ne vire pas. Vous savez, l'investiture, enfin, à un moment, en tout cas, vous leur retirez l'investiture sur la base d'un article, alors qu'ils n'ont jamais officiellement affirmé qu'ils voulaient quitter le groupe de la France Insoumise. Si. Sur la base de désaccords stratégiques et politiques. Mais où est-ce qu'ils l'ont dit ça? Parce que, franchement, j'ai bien regardé attentivement, je n'ai pas trouvé la trace. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que il y avait parmi ces députés des visages très connus, comme ce fameux couple, Garrido et Corbière, qui
découvrent à 23h sans jamais l'avoir vu venir apparemment selon eux qu'ils sont éliminés du jeu. Clairement, Papy Grincheux les a éliminés. Je dis Papy Grincheux parce que clairement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas ignorer qu'il s'énerve beaucoup ces derniers temps et qu'il est de plus en plus grincheux. Et il a tout simplement décidé de ne pas les investir. J'ai suivi pas mal de ses interviews. Il dit que ce n'est pas lui qui s'occupe de cela, que même lui, il n'a pas été investi. Bon, je crois que s'il avait voulu l'être, il l'aurait été. Mais tu sens quand même que... Moi, je n'arrive pas à y croire qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Clairement, il y a quelque chose de personnel. C'est irresponsable alors qu'il faut tous aller au combat, être unis, jeter les vieilles rancunes à la rivière, profiter d'une occasion pour en quelque sorte mesquinement. Vous savez, au moment où la grande course se met en œuvre, vous avez un petit croche-patte. Et si les accusations des députés qui n'ont pas été réinvestis sont vraies, franchement, c'est extrêmement bien joué, c'est du génie de sa part, c'est malin, mais c'est tellement malin que ça en devient malsain, parce que profiter d'un moment si important pour la France, pour l'air de rien, faire un petit croche-patte et dire c'est bon vous, je vous élimine, en sachant que forcément ce sera extrêmement mal vu qu'ils se défendent dans un moment aussi important pour les Français. Ah non, on l'a sous-estimé grave. On voit vraiment dans les interviews de Garrido, de Corbière, qu'ils ne l'ont pas du tout vu venir. C'est-à-dire qu'ils parlent du fait que jusqu'à la dernière seconde, on leur a fait croire qu'ils allaient être investis, qu'ils allaient avoir le soutien de leur parti. Et à la dernière seconde, et dernière des dernières secondes, on leur dit non, finalement, on ne leur dit même pas, qu'est-ce que je raconte? On ne leur dit même pas, ils le découvrent d'eux-mêmes. C'est exceptionnel. Je sais que ce n'est pas drôle, mais c'est fou parce que la stratégie, si on y pense, elle est dingue. Parce que forcément, dès l'instant où Garrido, Corbière et tous les autres députés se mettent à se défendre, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est pas le moment. N'osez pas apporter de la division à gauche parce que ce n'est pas le moment. Et c'est vrai, ce n'est pas le moment. Et en même temps, c'est quand même un couple. Et les deux se sont fait virer. Ça veut dire que du jour au lendemain, les deux n'ont plus leur source de revenus. Forcément qu'ils vont parler, mais d'office, ça ne m'étonne pas. Et donc vous vous retrouvez avec des circonscriptions où il y a à la fois les députés qui n'ont pas été réinvestis par la France Insoumise et les personnes qui ont été investies par la France Insoumise. Vous avez quand même Europe Écologie Les Verts qui apporte publiquement et officiellement son soutien à Garrido et non pas aux candidats investis par la France Insoumise. Donc forcément ça divise les voix. Et franchement, pour des députés qui se disent insoumis, est-ce si étonnant que cela de les voir être insoumis et rebelles face aux décisions qui ne vont pas dans leur sens? Garrido, Corbière disaient mais ça n'a rien à voir avec le fait de garder un siège, c'est juste une question de principe. Et je crois que c'est une question de principe, mais je crois aussi que clairement ils sont en train de penser à leur poire et c'est humain, c'est vraiment humain, c'est juste vu le contexte politiquement difficilement défendable, mais c'est humain. Tous les députés sortants étaient tranquilles sur leur siège avec leurs revenus plus que confortables, au-dessus de la moyenne. Et du jour au lendemain, on leur dit « Vous êtes virés et vous avez 3 semaines pour récupérer votre poste. » Sauf que Garrido et Corbière, on leur dit « C'est même pas la peine d'essayer. On vous a déjà remplacé. Bye bye. » Je l'ai mis au numéro 5 et donc dans mon classement parce qu'il y a eu quand même une bataille judiciaire où la France Insoumise a porté plainte et a traîné en justice Garrido pour avoir utilisé le logo Nouveau Front Populaire, sauf qu'elle a gagné. Récemment, elle a toujours le droit de pouvoir utiliser ce logo. Après, j'ai l'impression qu'il joue un peu sur les mots parce que il ne parle pas vraiment de Nouveau Front Populaire, mais il parle de Front Populaire et parfois il parle de Nouveau Front Populaire. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et même si je comprends qu'ils aient envie de se battre, surtout s'ils se disent qu'ils ont les moyens de pouvoir être réélus, je trouve ça assez... Garrido et Corbière me donnent l'impression d'être comme dans la première phase de déni après s'être fait violemment larguer par son petit ami ou sa petite amie, où ils se disent non, non, il est fou, ça va aller, moi je reste. À ça, de lancer une comédie musicale en mode nous n'abandonnerons pas, nous ne partirons pas. And I am telling you, I'm not going. En numéro 4, je classe notre Flamby national. François Hollande, ancien président de la France, a décidé d'apporter son grain de sel dans cette soupe déjà très salée et
pose candidature dans la circonscription de Corrèze. Alors je sais que la politique est un pouvoir et que comme tout pouvoir, eh bien c'est assez addictif. Lorsque l'on commence, c'est difficile de s'arrêter, mais quand même. François Hollande, t'as déjà été président, qu'est-ce que tu veux de plus, tonton? En plus, il ne serait absolument pas crédible. Lors de ses discours à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il va dire? Honte à l'extrême droite qui a tenté d'inscrire à la Constitution la déchéance de nationalité. Ah non, mais ça c'est moi ça. Alors, honte, oui, honte à l'extrême droite qui traite le peuple de sans-dents. Mais ça c'est moi aussi. Il a quand même eu le pouvoir suprême. T'as été président, tu vas être député. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si Miss France décidait de poser candidature pour devenir Miss Boudin de la foire du quartier, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est dit, ça y est, c'est le moment pour moi de revenir. J'en suis sûre, certains voient ça comme une preuve d'humilité de sa part, de prouver que voilà, il a beau avoir été président, il est toujours capable de s'identifier aux sans-dents, enfin pardon, au peuple. Bien sûr. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tonton Hollande est tout sauf calme. Il a quand même osé dire de Jean-Luc Mélenchon et à Jean-Luc Mélenchon qu'il ferait mieux de se taire et de se mettre de côté pour l'intérêt général. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Est-ce que ce n'est pas un peu l'hôpital qui soumet la charité? Je pose la question. Parce que je sais, Jean-Luc Mélenchon est bien plus aujourd'hui problématique, on va dire, pour la gauche que François Hollande. Mais quand même, est-ce que vraiment, de toutes les personnes qui pouvaient dire ça à gauche, à Mélenchon, est-ce que vraiment François Hollande est le mieux placé pour dire à quelqu'un que pour l'intérêt général, il ferait mieux de se taire et de se mettre de côté? J'en suis pas certaine, franchement. On verra ce qui va se passer. Si Miss France devient Miss Bouzole, parce que s'il passe, j'ai peur pour les Français que d'autres cadavres ressuscitent. D'ailleurs, en parlant de cadavres, je vous propose de vous présenter mon numéro 3 que j'attribue à Cahuzac. Lui, j'aime bien l'appeler Oncle Picsou, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça lui va bien. Pour ceux et celles qui ne voient pas ou qui n'ont jamais su qui est Jérôme Cahuzac, c'est un médecin devenu homme politique français et qui fut ministre du budget sous le gouvernement de François Hollande. Il était surtout chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Sauf que voilà, il a été condamné. Devinez pourquoi? Fraude fiscale. Ces politiciens me font peur. J'ai peur pour ma carrière d'humoriste. Ils sont plus drôles que moi, c'est merveilleux. Et ce qui a marqué, je pense, les Français, mais aussi les non-Français, puisque ça m'a marqué personnellement, ce n'est pas tant le fait qu'il ait fraudé, mais la manière dont il avait délibérément menti à l'Assemblée nationale et aux yeux de tous les Français. Rappelez-vous, les yeux dans les yeux. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. C'est exactement là où il avait menti, il y a des années de cela, qu'il souhaite revenir pour représenter les habitants de la circonscription de Lot-et-Garonne. Sa candidature divise énormément entre ceux qui estiment qu'il n'a tué personne finalement, et de l'autre côté, ceux qui trouvent complètement honteux qu'il ose même poser sa candidature. Ça me plaît absolument pas, je trouve ça mais dégueule complet. Très bien. Parce que c'est un homme honnête, malgré qu'on vous dise tout le contraire. Là pour moi c'est pire que Miss France qui essaye de devenir Miss Boudin ou Miss Bouzole. Là c'est clairement ton ex toxique qui a entendu parler de ta dépression et qui revient dans ta vie en se disant que là tu ne peux pas tomber plus bas et que c'est le moment pour lui de revenir dans ta vie parce que t'es pas dans la capacité de réfléchir correctement et d'office tu vas le reprendre. Ok, il a purgé sa peine, il a été condamné à 4 ans dont 2 avec sursis. Il était aussi frappé d'une peine d'inéligibilité jusqu'en 2023, donc il a tout à fait le droit. Sur le point de vue juridique, on n'a rien à lui dire. Mais sur le point de vue moral, c'est un peu plus compliqué. Alors, on sait très bien, il y en a qui ont fait pire que lui, qui sont députés, ils ne se sont juste pas fait prendre. Mais lui, il a vraiment marqué. Son affaire a marqué les esprits.
et qu'il revienne en politique, je ne sais pas. En fait, c'est même pas bon pour lui. Pour un médecin, comment il fait pour ne pas se rendre compte que c'est pas bon pour sa propre santé d'essayer de redevenir député? Ce qu'il va se manger au quotidien. Le pire pour moi, c'est qu'un sondage établit que près de 23% des habitants de la circonscription de Lot-et-Garonne ont envie de voter pour lui. Si les sondages disent vrai, Jérôme Cahuzac va se retrouver au deuxième tour de ces élections législatives, derrière le Rassemblement national, mais devant l'Alliance de gauche. Ça veut dire qu'en Lot-et-Garonne, peut-être que dans quelques heures, ils devront choisir au second tour entre l'extrême droite et Jérôme Cahuzac. Allez, top 2. On va arrêter la top 2. En numéro 2, j'ai placé le divorce entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Tout simplement parce que c'était exceptionnel à regarder. On aurait dit un résumé, une parodie des telenovelas ou des Feux de l'amour. Éric Zemmour a été largué par la belle Marion. Éric Zemmour a un gourmand. On lui a brisé le cœur. Chaque instant a été filmé. Tout se passait bien pourtant pour Zemmour. Il a eu des députés européens. Il a bien tapé sur Le Pen. Il a même réussi à recruter une Le Pen, et pas la moindre en plus, mais la nièce chérie de la tata. Donc il était vraiment sur une lancée exceptionnelle pour lui. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à l'annonce de la dissolution et le début des élections législatives. Publiquement, sa belle Marion commence déjà à avoir des propos qui le choquent. Puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Okay. Vous avez vu sa tête? Vous avez vu sa tête? Il n'était pas prêt, elle n'était pas prête du tout. Marion qui commence à aller négocier avec sa tante. Marion qui commence après à ghoster Éric Zemmour. Il commence à venir sur les plateaux en disant oui, j'ai essayé, je l'ai presque harcelé par SMS, elle ne me répondait pas, elle m'a répondu que très tard. C'est le début de la fin, Éric. Quand une femme te fait ça, c'est qu'elle n'est plus intéressée par toi. Ou qu'elle a déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. C'est exceptionnel. On commence à nous expliquer que Marion a essayé de négocier avec sa tante, que sa tante ne veut pas du tout d'Éric Zemmour. Bien sûr, elle n'est pas bête. Grâce à Éric Zemmour, elle ne passe plus pour l'extrême droite. Elle sait très bien qu'Éric Zemmour l'a aidé dans sa campagne de dédiabolisation. Même si sa victoire dépendait d'Éric Zemmour, je crois qu'elle n'accepterait pas par orgueil, égo et par vengeance. Enfin, elle le déteste, ça se voit clairement. Du coup, Éric Zemmour se dit, bon, bah, s'ils veulent pas de nous, on va déposer la candidature de nos représentants. Sauf que Marion n'est pas d'accord. Bref, rupture, divorce officiel. Même pas un SMS. Vous savez, quand c'est fini, c'est fini. Quand on est trahi, quand on est meurtri, quand on est blessé, en tout cas moi je réagis comme ça. Je me tais, je pense mes blessures, je cache ma peine comme je peux et je vais de l'avant. Je suis désolée, mais on est d'accord que là il ne parle pas que de politique, ce n'est pas possible. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui parle de son ex. Moi je suis comme ça, je pense mes blessures, je reste silencieux, elle m'a trahi. Zemmour, toi t'aimes trop les jeunes. T'aimes trop les jeunes, fallait laisser ça. Je suis étonnée que ça l'étonne. La saga Le Pen, c'est une histoire plus vieille que toi, Éric Zemmour. T'es un peu comme ce petit ami pas fréquentable, avec qui elle a couru juste pour faire du mal à ses parents. Elle était en période de crise d'ado, là. Elle voulait qu'on la respecte, elle estimait qu'on n'était pas à l'écoute de ses idées, et elle voulait prouver qu'elle avait les capacités aussi de mener quelque chose. Clairement, elle vous a utilisé, enfin, c'est ce que dit Éric Zemmour, et puis elle est partie. Mais elle n'est pas partie seule, hein. Elle est partie avec un siège de députée européenne, et apparemment 3 députés en tout. Apparemment, elle aurait vidé les comptes du parti avant de partir. Elle, soit elle était une espionne, soit... Mais c'est pas que de la politique, c'est pas possible, il a été aveuglé par son amour pour elle. Vous me ferez pas croire du contraire, il l'aimait trop. On voyait ce tonton dans la famille qui quitte sa femme pour une plus jeune et qui croit que la jeune, elle va rester éternellement. Quand cette jeune femme le quitte,
en ayant vidé son compte en banque. C'est le seul qui est choqué, hein. Tout le monde le savait. C'est fou qu'il y ait vraiment cru, c'est super impressionnant. Bravo Marion, bravo. Et il est temps maintenant de remettre la médaille d'or. Ce qui pour moi a été le plus fou et dingue durant ces 3 semaines. Je pense que certains, vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de l'embargo d'Éric Ciotti. Alors, on a un Éric Ciotti, ok, président du parti des Républicains, qui du jour au lendemain, publiquement, lors d'une interview en direct, annonce accepter la proposition du Rassemblement national et de faire alliance avec l'extrême droite pour contrer, eh bien, la gauche. L'alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Toute personne qui suit un minimum la politique française sait qu'Éric Ciotti a toujours été d'extrême droite. La seule raison pour laquelle il n'a jamais été au Front National, qui est devenu le Rassemblement national, c'est par manque d'opportunités politique au sein de ce parti. Tu sens qu'Éric Ciotti veut être ministre, à minima député, enfin bref, il a vraiment cette envie d'ascension et clairement l'extrême droite ne pouvait pas lui proposer ça en tant que parti d'opposition. Mais au sein des Républicains, au sein de ce parti de la droite, il a toujours été extrêmement à droite. C'est à vérifier, mais je pense même qu'il n'y a aucun réel désaccord entre Éric Ciotti et Marine Le Pen. C'est juste que il est obligé de faire semblant parce qu'ils étaient de partis différents, mais c'est tout. Par contre, ce qui a été surprenant, c'est qu'ils ne partent pas seuls, mais qu'ils décident carrément que le parti s'allie avec l'extrême droite. Il a fallu, je pense, même pas 3 ou 4 heures pour que ça pète. L'alliance honteuse des insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. Tout le monde s'est réveillé. Des Laurent Wauquiez, des Gérard Larcher, avec une sorte de décision collective de tenir un bureau politique afin d'exclure officiellement Éric Ciotti. Sachant ça, Éric Ciotti a décidé de fermer les portes du bureau. C'est pas normal d'agir comme ça, moi. J'ai vu des portes se fermer. Et le gars, il est à l'aise, il se dit, ben non, ça va pas se passer comme ça, il y aura aucun bureau politique qui va se tenir. Réaction immédiate du parti qui décide de changer le mot de passe du compte Twitter des Républicains afin d'empêcher Éric Ciotti de pouvoir parler au nom de leur parti. On commence à voir des membres du parti qui commencent à venir devant la porte fermée pour donner des interviews. Il y a même eu une phrase qui est sortie du style « On n'est pas là pour gérer les cas psychiatriques ». On est dans une démocratie, donc les cas psy qui s'enferment dans un bureau et qui disent « je sortirai jamais » quand tout le monde leur dit « maintenant ça suffit », ça n'existe pas. On parle de politique, de gens qui se prétendent capables de gouverner. On parle quand même de députés, de personnes responsables, de personnes qui représentent les Français. Quand je vous dis que la France a trop traîné en Afrique, elle a trop traîné en Afrique. Et ça commence à déteindre sur eux. Commence à ressembler à certains de nos présidents qui commencent à... Il est à ça de nous sortir un dicton africain, dit-il, quand on a le pouvoir, on le garde. C'est exceptionnel. Pour le déloger, ils ont hésité entre appeler le GIGN, le SAMU. Certains ont dit on va appeler Bardella pour que Bardella vienne prendre son pote. Et finalement, c'est Valérie Pécresse qui débarque. En plus, on la voit carrément retrousser ses manches devant la caméra. Elle vit trop pour les caméras, mais faut que quelqu'un lui dise qu'elle n'est pas actrice. Valérie Pécresse, tout le monde sait qui c'est, hein, la fortunée mendiante qui demandait aux gens qui galèrent dans la vie de pouvoir lui donner même 1 euro pour sa campagne. Celle qui s'est faillitée avec l'équipe de Beyoncé parce qu'on l'accusait d'être à la base de l'annulation du concert de Beyoncé. Celle-là même, là. Sauf que le lendemain, il est revenu pour pouvoir s'enfermer toujours dans son bureau. On lui avait tout pris, même son ordinateur. Il arrive au bureau tranquillement. Il a fait une vidéo qui était hyper dramatique. Franchement, on aurait dit le genre de vidéo que Michael Scott dans The Office aurait été capable de faire. C'était une parodie. Je ne peux pas mettre la musique de la vidéo pour des raisons de droit d'auteur. Par contre, je l'ai remplacée par une musique libre de droit qui est tout aussi dramatique que celle qu'il avait réellement utilisée.
Le gars, il est dans un bureau vide, tout blanc, franchement, il a tout pris. On dirait Florent Pagny, quoi. Vous pouvez tout prendre, mais vous n'aurez pas ma liberté de gouverner. Cette histoire a été jusqu'en justice. Il y a eu le référé, il y a eu ensuite la vraie décision, et il y a eu un recours. Au bout de 3 rounds, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que la manière dont on avait exclu Éric Ciotti n'était pas légale, que la réunion qu'ils ont voulu faire ne peut être activée ou demandée que par le président du parti. Vous vous doutez bien qu'Éric Ciotti ne va jamais accepter de demander une réunion pour qu'il soit exclu. Vous avez donc les Républicains qui se retrouvent avec un président dont ils ne veulent plus et la justice les oblige. C'est comme si vous aviez envie de divorcer et que la justice vous disait non, non, vous êtes obligés de rester ensemble. Forcément, je fais la différence entre les membres du parti, les politiciens qui font partie des Républicains et les électeurs des Républicains, parce que tout le monde n'est pas contre l'avis d'Éric Ciotti. Certains disent c'est honteux, d'autres disent heureusement qu'il l'a fait, il fallait le faire. Avec un Éric Ciotti qui du haut de sa tour répond aux journalistes, on dirait princesse réponse, qui peut pas sortir de son château. Vous avez tous les accès ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Le travail. Monsieur Ciotti, avec qui vous avez au téléphone? Est-ce qu'on vous a bloqué? Est-ce qu'on vous a bloqué l'accès? Rien du tout, tout se passe pour le mieux, comme si de rien n'était. Après princesse réponse qui, du haut de sa tour, répond, t'as Éric Ciotti, monsieur propre. Sans cheveux, t'as la version extrême avec vraiment la calvitie qui commence à parler. Vraiment, c'était exceptionnel. J'ai tellement rigolé. Oh. C'est pas normal d'agir comme ça, punaise. C'est à la fois drôle et tellement grave. Et dans tout ça, on a le détraqueur national, tout droit sorti d'Harry Potter, Emmanuel Macron, en bon détraqueur, se nourrit de la peur des gens. Je pense sincèrement qu'il se nourrit de ça. Il hume le chaos. Pour lui, là, ça fait des semaines que tout se passe bien. Selon un article Le Monde, il aurait dit: je prépare ça depuis des semaines et je suis ravie. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Ce monsieur est diabolique. Parce qu'en fait, il a jeté le pouvoir en l'air en disant: celui qui veut l'avoir n'a qu'à l'attraper. Qu'il soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ils se sentent au pied du pouvoir. Et la proximité de ce pouvoir semble les déchirer. Emmanuel Macron n'a pas besoin de faire grand-chose si ce n'est de les laisser se déchirer entre eux. Il passe son temps à dire que les idées des uns et des autres sont mauvaises sans vraiment avoir réellement lui-même un programme, si ce n'est le fait de dire les uns ont tort et les autres ont tort. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai le plus entendu et de l'étranger, ce qu'on entend le plus. Le pire, c'est qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi il serait en train de songer à une nouvelle dissolution. Fort heureusement, l'article 12 de la Constitution française l'empêche de pouvoir dissoudre l'Assemblée pendant 1 an, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible que ça arrive. C'est vraiment terrible ce qui se passe en France. Et voilà, c'était mon petit top 5, un peu léger, bien que grave malgré tout. Beaucoup de courage aux Français. On ne peut nier que la France est vraiment divisée, déchirée, et je ne sais pas comment vous allez faire, mais je vous souhaite vraiment de retrouver un équilibre et trouver un minimum d'apaisement et de tranquillité. Franchement, mon côté humoriste, taquin, a envie de vous dire merci pour le divertissement. Grâce à vous, j'ai annulé mon abonnement Netflix parce que franchement, vous êtes bien plus divertissant que tout ce que Netflix peut me proposer. C'est à la fois vrai, mais triste. Ce n'est pas à moi de vous dire pour qui vous devez voter. Franchement, je ne suis même pas française, donc je vais éviter de vous faire cet affront. J'espère au moins que vous êtes déjà parti voter. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous hésitiez à le faire, peut-être que tout ce que j'ai pu citer vous donnera envie de le faire. En tout cas, encore une fois, le but pour moi n'est pas de me moquer de votre malheur. J'essaie juste d'apporter un regard peut-être un peu plus léger sur la situation. Et j'espère de tout cœur que cet épisode vous a donné une bulle d'air frais ou de légèreté, même un petit sourire dans ce moment difficile.
Allez voter, levez-vous, choisissez qui vous représentera. Nous vous regardons, l'Europe vous regarde, je pense que le monde francophone vous regarde et retient sa respiration avec vous pour voir ce que sera la France de demain. Et c'est la fin de cet épisode qui marque le retour du podcast La Pause Éloquente. Il n'était pas du tout prévu que j'enregistre un épisode, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tu dois le faire. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures et des nouvelles actualités. Bisous.